en ce moment une montée de l'insécurité aussi sur certains pays. Et le fait de dire publiquement j'ai de l'argent, regardez ce que j'ai fait comme gain, il y a des gens qui en ont pâti. Aujourd'hui, si vous voulez faire de l'argent un peu dans le monde de l'investissement et des cryptos, il faut investir quand le fear and greed, donc la peur, elle est à son maximal. Donc quand justement on a les pétoches, et il faut revendre quand on est en euphorie. Les personnes qui rentrent au mauvais moment, admettons au mois de décembre, alors que Warren Buffett aussi avait liquidé 100% de ses actions, ses positions, il avait dit que justement il sortait d'Apple, etc. Les personnes qui sont rentrées à ce moment-là, je pense qu'ils vont mettre par contre longtemps à s'en remettre en termes de performance sur leur portefeuille. À long terme, il y a deux situations possibles. La première, c'est qu'il va permettre de remettre l'inflation bien correctement. Et dans un second temps, je pense qu'il y a un climat aussi géopolitique mondial qui est très incertain. Toutes les thèses d'investissement qu'on a, de toute façon, elles vont être un peu balayées. Et les positions qu'on a, qui sont des positions historiques sur des invests, où tu vas acheter des seuils que tu n'avais jamais eu l'occasion d'acheter dans ta vie. Bienvenue sur ce podcast, Entreprendre et Investir. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. J'ai deux personnes en renfort avec moi, donc Major, Anthony et Robin qui étaient là aussi la dernière fois. On se connaît bien. Major, du coup, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas avant d'attaquer. Anthony Gonnet-Vandeporte, alias Major sur les réseaux sociaux. Là en ce moment je suis plutôt calme, je fais plus trop de contenu sur les réseaux. Pas le temps. Et puis moi on me connaît surtout parce qu'à l'époque j'ai fait des investissements crypto avec ma communauté et sur Elrond notamment, et ça a vraiment très bien marché. On est passé de 1$, après on connaît le run qu'il y a eu sur Elrond, 400-600, bon, pas tout le monde a vendu à ces stades-là, mais voilà. Et puis après, quelques activités perso, mais qui remontent à très longtemps en arrière, qu'on m'a dit de condenser. Donc voilà pour les explications. Merci. Et après, Robin, on te connaît, mais pour celles et ceux aussi qui ne te connaissent pas, présente-toi. Robin, j'ai travaillé dans la finance trad, après dans la finance décentralisée pour une boîte crypto américaine, et maintenant j'accompagne les particuliers et les entreprises sur toute la partie patrimoine, gestion de trésorerie, traditionnelle et crypto, et puis avec Major, on se connaît maintenant depuis 10 ans. Donc voilà. Super. Comme on disait, ça fait longtemps que vous vous connaissez. J'ai deux personnes avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment avec deux énergumènes qui étaient pleins d'énergie juste avant. Alors ouais, vous avez pas le off, mais il y a de l'énergie dans l'air. Je peux vous le dire. Et c'est cool. Donc, comme on le disait justement en off, au moment où on se parle, il y a pas mal de folie qui est en train de se passer sur les marchés. On a tous les deux pieds dedans, de près ou de loin, ou activement, à titre pro, à titre perso. Au moment où on se parle, on est le 10 avril, au moment où on tourne, et justement, il y a les droits de douane avec Trump qui viennent de passer, voter. Actuellement, ils sont en pause. Selon vous, aujourd'hui, vers où se dirige le marché avec toute l'incertitude qu'il y a? Là, quand je dis ça, je pense à la partie crypto. Selon vous, quelles vont être les tendances à ça, la suite? Au moment où on se parle, on est le 10 avril. Bull run, pas bull run, je mets les deux pieds dedans. Okay. Tu veux commencer? Franchement, j'aime bien quand tu commences parce que j'arrive derrière, j'ai souvent un truc bien tranché. Ok. En gros, je vais pas me répéter par rapport à ce qu'on s'est dit un peu la dernière fois. Mais pour moi, je pense qu'on est toujours dans une phase haussière avec une belle correction qu'on a eue. Et je pense que je vais pas répéter ce que je disais sur le spread des taux. Mais moi, ce que je vais jouer vraiment dans les prochains mois, c'est le spread des taux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Fed et toutes les banques vont devoir un peu baisser les taux, ce qui va permettre de réinjecter de la liquidité, ce qui va permettre de pouvoir refaire monter les actifs à risque, et ça va permettre justement d'aller sur certains projets crypto qui vont pouvoir bénéficier longuement de ce play-là. C'est le premier point. Et si par contre on est en bear market, tous ceux qui avaient investi plutôt dans des utility tokens ou justement des projets un peu qui te vendaient des promesses sans gros modèle économique derrière, si on est en bear, est-ce que leur token sera là dans 4-5 ans? On verra bien. Alors que si tu avais investi dans les projets de private equity avec des beaux business models, par exemple sur la semaine, le jour où on a le crash, AAV, ils ont généré une des meilleures journées en termes de revenus, plus d'1 million de revenus. Ils viennent de lancer leur programme de buyback où ils vont racheter pour $1 million de dollars par semaine. Donc même si c'est un peu baissé, moi je suis plutôt serein parce que j'ai investi pour moi sur les projets qui ont de l'avenir, qui sont là encore dans 10-15 ans. Toi, là, tu as refait encore des invests sur, comme tu m'as expliqué, les stratégies d'automated market maker. Donc, tu as les AMM, donc tu as avec Oswap par exemple, qu'on avait également parlé, je regardais un peu les stats ce matin, qui a encore généré pas mal de cash justement sur toute cette volatilité-là. Et merci d'ailleurs pour le billet que j'ai pris grâce à toi. Donc, ce qu'on disait, c'est les anomalies de marché, ce qu'on disait la dernière fois.
On savait que le token allait être listé sur les échanges centralisés, il est passé de 20 à 1,30 $, donc on a pu faire un beau multiple, 20 centimes, et donc voilà. Donc encore une fois, pourquoi potentiellement c'était intéressant de réinvestir, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de l'argent un peu dans le monde de l'investissement et des cryptos, il faut investir quand on est justement quand le fear and greed, donc la peur, elle est à son maximal. Donc quand justement on a les pétoches, et il faut revendre quand on est en euphorie. Donc là, les gens qui ont vendu à 1 500 $, c'est pour acheter à combien par exemple de l'Ether, je sais pas quoi. Mais... Ouais, c'est sûr. Moi, pour rebondir sur ce qu'il dit, là actuellement, en termes d'investissement, on a rigolé au début parce que j'ai pas forcément regardé mon wallet depuis un moment. C'est pour te dire à quel point je suis Détaché, ouais. complètement détaché. Alors je sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont fait des invests quand ils ont regardé des créateurs de contenu qui leur ont dit les gars, on va aller to the moon, alt season et tout ça. Et moi j'ai mis un truc en place, c'est qu'à chaque fois maintenant, ça va faire 4 bull runs que je fais, je n'écoute plus personne, si ce n'est que mes convictions et des gars très solides qui ont déjà fait leurs preuves, comme notre ami Charles Gave, Warren Buffett et tout ça. Et en fait, ce que moi j'ai fait actuellement, c'est au niveau des invests, j'ai juste augmenté mes positions. J'étais à 2000 balles d'invest à chaque fin de mois. Là, j'ai monté à 4000. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière toutes les structures que Trump met en place, moi, je pense qu'à long terme, il y a 2 situations possibles. La première, c'est que il va permettre de remettre l'inflation bien correctement. C'est un petit peu ce qu'il cherche à faire. En tout cas, j'essaye de m'en convaincre parce que je pense que si c'est pas le cas, ça va être un peu chaud. Mais bon. Et dans un second temps, je pense qu'il y a un climat aussi géopolitique mondial qui est très incertain, qui va tendre vers potentiellement une arrivée de... Je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre froide, mais une sorte de guerre qui va se concrétiser soit économique, soit physique, soit monétaire. Et si on duplique ça à ce qui s'était passé en 39-45 et encore avant en 14-18, et après il y a eu la guerre froide beaucoup plus tard, après 1950 et tout, je me dis, s'il y a ça qui vient, toutes les thèses d'investissement qu'on a, de toute façon, elles vont être un peu balayées, et ça va être un gros signe noir comme quand il y a eu le Covid. Et les positions qu'on a, qui sont des positions historiques sur des invests, où tu fais des invests en DCA, vont venir avoir un énorme sabrage, comme les ETF, où tu vas acheter des seuils que tu n'avais jamais eu l'occasion d'acheter dans ta vie, parce que toute l'économie va être complètement bousculée. Et il y avait un passage dans l'économie américaine en 1980 qui était la grande crise, et où là, tous les taux étaient vraiment incroyablement intéressants, et je pense que nous, on tend plus vers cet axe. Et c'est pour ça qu'en fait, en continuant d'investir quotidiennement tous les mois, donc je te dis tous les mois, au total ça fait 2 à 4 000 balles, mais en fait finalement c'est toutes les semaines, comme ça me lisse davantage. Je pense qu'à terme, s'il y a encore un crash, moi je suis pas trop inquiet, je suis là pour acheter, et puis de toute façon c'est surtout dans 5 à 10 ans que je vais voir la différence. Parce que si tu regardes et que tu dézoomes à chaque fois, on voit que effectivement ça va dans tous les sens, mais comme d'habitude, ce qui fait la diff, c'est pas l'instantanéité, c'est la prise de recul de tout ça et que tu te détaches. Donc pour moi, voilà. Après, juste pour compléter, il faut faire juste attention à ton horizon de temps. C'est que toi, tu peux te le permettre parce que tu es sur un horizon de temps encore c'est de pas le type 10-15 ans. d'investissement, c'est ça. Ouais. Si tu devais, par exemple, j'en sais rien, me ressortir du cash dans 1 an ou 2 pour, par exemple, payer les études de tes enfants, et si tu t'es pas dérisqué un petit peu en amont, tous ceux qui te prenaient justement, tous les influenceurs, les ETF, SP500, etc., et que tout le monde a FOMO ces 2 derniers mois ou ces 6 derniers mois pour acheter du SP500, et là ils se prennent une claque de moins 20%. Voilà. C'est le contexte que j'ai pas donné. Je me permets de faire ça parce que moi ça va faire... C'est le contexte que j'ai pas donné. Je me permets de faire ça parce que déjà, je fais depuis de nombreuses années, j'ai bien capitalisé dessus. Je suis pas dans le besoin. Si tu es un particulier qui fait de l'investissement... évidemment, c'est pas la même chose que si tu touches 2 ou 3 000 balles par mois, que si tu es chef d'entreprise en Suisse et que tu fais une autre somme en face.
évidemment, ton risque, il n'est pas le même. Donc, Ouais. si c'est votre cas, encore une fois, la thèse d'investissement sera complètement différente de la mienne. Mais si vous êtes un patron d'entreprise et que vous arrivez à vous identifier à ce que je dis, bah, moi, en tout cas, je suis là-dessus. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire absolument. Ça fait sens. Je rebondis sur ce que tu disais. Il y a aussi le fait que les personnes qui rentrent au mauvais moment, admettons au mois de décembre, justement, là, alors que Warren Buffett aussi avait liquidé 100% de ses actions, ses positions, il avait dit que justement il sortait d'Apple, etc. Il y avait des signes avant-coureurs, comme tu disais, en suivant les bonnes personnes. Et les personnes qui sont rentrées à ce moment-là, je pense qu'ils vont mettre par contre longtemps à s'en remettre en termes de performance sur leur portefeuille. Qui, Warren Buffett? Non. Ah ouais, parce que Warren, il a fait 10 milliards. Je pense qu'il est très très bien. Ouais, là, il a fait 10 Non. milliards quand tout le monde a fait 50 ou Ouais. au total 50 milliards de pertes. C'était de la folie. Non, je parle justement des personnes qui ne l'ont pas écouté ou ne sont pas allées en son sens et qui sont rentrées en décembre. Là où le S&P 500 c'était to the moon, la valeur la plus sûre du monde, etc. Et alors on se parle aujourd'hui, la peur est au-dessus de celle de mars 2020, au-dessus de celle après les crashs justement de la bulle de l'an 2000, la bulle d'Internet. Et je rebondis sur ce que tu disais pour en venir au fait. C'est qu'un mauvais point d'entrée met 6 ans à se rattraper en moyenne sur les marchés minimum. Et à l'inverse, être avare quand les gens justement ont ce sentiment de peur offre des opportunités insane, comme on disait tout à l'heure, le fait de doubler ta rentrée. C'est preuve que c'est smart de ta part là-dessus, même en termes de performance. Après, pour en venir au fait sur la partie bull run, c'est vrai que je pense que la cyclicité, elle est là, elle est escalée. Je pense que Trump a balayé ça du revers de la main. Il mène ça du point de force. On n'est pas à l'abri d'une guerre des tarifs. Ça c'est assez hot comme sujet. Ouais, c'est assez hot comme sujet. J'ai pas envie que ce podcast disparaisse de YouTube. Non, mais moi, si jamais, tu vois, par exemple, dans un chaud. risque potentiel de guerre, toutes les actions que j'avais achetées, c'est des actions qui datent d'il y a 2 ans. Quand il y a eu le Covid, parce que je me suis dit, il y a des trucs qui se passent avec l'Ukraine. Enfin, il y a eu le Covid, ensuite il y a eu l'Ukraine. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Enfin, j'ai même pas réfléchi, putain, ça va être la merde à l'international. J'ai réfléchi quelles sont les entreprises qui potentiellement peuvent être des fournisseurs d'armes, des fournisseurs économiques intéressants, des exportateurs, etc. Donc, il y avait ceux qui font les sous-marins, ceux qui font les télécommunications, Saint-Gobain. J'ai ma mère, donc j'étais très très longtemps en arrière étudiant chez eux, en alternance. J'avais fait des investissements. J'ai regardé mes investissements maintenant, que j'ai complètement oublié parce que c'est ma mère qui me les a rappelés. Et tu as un abondement quand tu fais de l'investissement dans une entreprise à l'époque. Je crois que tu avais ça, toi, quand tu étais chez EY. Et puis, Saint-Gobain, incroyable. Là, surtout en ce moment, avec le climat qui règne. Mais tu vois... ça a surperformé. Non seulement ça a surperformé, mais si tu t'imagines surpasser le marché, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu imagines quelles sont les idées qui vont pouvoir en découler, tu as des chances de te positionner. Mais encore une fois, il ne faut pas te dire « ouais, je suis meilleur que tout le monde » parce que ça finit toujours dans un bain de sang. Il faut te dire « quelle est la thèse qui, à long terme, pour moi, me correspond ? Est-ce que je suis un investisseur passif et je choisis juste une grosse valeur et je la suis sur 10, 15, 20 ans, comme tu disais, ou est-ce que je suis un rigolo ? Moi, j'aime bien les trucs qui m'amusent, des belles bougies rouges, des belles bougies vertes, c'est plutôt l'inverse, mais moi, je suis plus un mix entre les deux, où des fois, je me réveille le matin, j'ai une idée de merde pendant la nuit, paf, je la suis, et bon, j'ai souvent de la chance quand même, parce que 80% des cas, je suis dans le juste. Après, les 20% restants, pareil... C'est toujours la même chose, ça arrive et quelqu'un qui te dit ouais je fais 100% et qui te vend son canal de trading. Et puis pour la partie particulier, justement ce qu'on disait, ceux qui sont rentrés un peu au plus haut, ce genre de choses. Moi par exemple quand j'accompagne donc les clients, on fait pas mal de pédagogie financière et on va regarder un peu le profil de risque de la personne une fois qu'on a défini ses objectifs de vie et on se rend compte souvent que la personne quand elle a investi, et on a des questions à lui poser justement pour définir son profil de risque. Si l'investissement par exemple fait moins 30%, qu'est-ce que la personne fait ? Et souvent, avant qu'on lui fasse cette pédagogie financière, on lui dit qu'en moyenne un marché haussier ça va être 3 ans, un marché baissier ça va être 1 an, que si tu loupes les 10 meilleurs jours de l'année, et finalement c'est comme si tu n'avais pas de performance. Là, tous ceux qui ont loupé le jour d'hier, qui a fait plus 10%, c'est un record historique depuis 2008, ce genre de choses en termes de performance. Sur le CAC, Nasdaq, SP, c'est tout remonté grâce aux annonces de Trump. La manipulation, ça c'est un autre sujet. Je disais ça, c'est que tout simplement, ces personnes-là qui n'ont pas de pédagogie financière, ou très peu en France encore, elles te disent qu'à un moins de 30%, elles revendent leur position.
Alors que justement, si tu t'es pris un moins 30, c'est plutôt peut-être le moment de refaire un DCA pour justement lisser ton prix d'entrée, parce que là, tu es peut-être sur un bon point d'entrée et lisser ton point d'entrée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, encore une fois, c'est sur l'horizon de temps. Et le deuxième point que je voulais... là, je l'ai perdu, mais ça va me revenir. Sur l'invest particulier, tu disais ? Ouais, sur l'invest particulier, mais ça me revient toujours pas. Donc, si vous voulez les grosses valeurs qu'on pris de chiffres, ça va revenir. Si ça nous dit, ça me donne une idée, par contre. Sur les réseaux sociaux, il arrive souvent que des fois, on partage publiquement les positions qu'on prend. Je sais que je le fais de moins en moins souvent, déjà parce qu'il y a mon conseil juridique qui est passé dans mon dos, qui m'a dit attention. Mais aussi, il y a ce qu'on discutait, toi et moi, juste avant, en ce moment, une montée de l'insécurité aussi sur certains pays. Et le fait de dire publiquement, j'ai de l'argent, regardez ce que j'ai fait comme gain, il y a des gens qui en ont pâti. Il y a les mecs de Ledger, il y a le mec de Stéphane quelque Winkel. chose. Stéphane Winkel, le belge. Winkel, voilà, avec sa femme. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu Anthony de OnlyFans. Avec sa famille en Belgique. Ouais, voilà. Ça aussi, c'est des trucs auxquels il faut faire gaffe. Parce que qui dit argent dit problème. Qui dit problème, j'ai pas de solution. Insécurité. Mais ouais. Et tac. Et si tu veux rebondir, sinon j'ai retrouvé ce que je voulais finir. Fini alors. Termine volontiers. Et du coup, tu vois, donc quand un particulier, par exemple, qui voulait investir sur l'ESP ou quoi, et s'il a mis all-in au moment du pic, entre guillemets, c'est encore une fois un manque un peu de pédagogie financière. C'est que là, tu vois, par exemple, j'avais un ami qui me dit, quand il a vu le crack, est-ce que je dois faire all-in ? Je lui dis non, tu mets 33%. Tu regardes un peu si on n'est pas à l'abri, encore ça va être mouvementé sur les prochains mois. Si ça rebaisse encore de 15-20%, tu en mets 33%. Et puis tu desserres un peu comme ça, mais tu vas pas faire all-in directement de mettre tes 20, 30, 40 K que tu voulais mettre. En une fois, tu vas faire ton DCA tranquillement. Et là, c'est des beaux points d'entrée, en tout cas pour potentiellement rentrer sur le marché, quoi. Ce serait quoi pour vous l'invest entreprise en bourse qui, à long terme, peut être un putain de multiplicateur supplémentaire ? Que ce soit crypto, Nasdaq, CAC, ce que vous voulez. L'entreprise ou le projet. L'entreprise, déjà, moi je prendrais un vendeur de pelle à l'heure actuelle. Un vendeur de pelle, pas au sens propre, au sens figuré. C'est-à-dire celui qui vend la solution pour que les autres résout des problèmes. Ok. Et qui serait je suis en train de réfléchir justement à un nombre de boîtes. Pour la partie crypto, je pense à AAV, justement, comme il disait. Avec la partie DeFi, parce que ça prime du cash qui pleut, qui neige, qui vente sur les marchés. Et après, sur la partie TradeFi, je sèche. Là, tout de suite, comme ça, du tac au tac, je sèche. C'est pas grave. Toi, par exemple ? Moi, je te dirais que la performance, si tu veux vraiment de la performance pure, tu le feras pas dans les actions, parce que ça veut dire qu'elles sont déjà listées. Donc ça veut dire que tu as une grosse performance qui a déjà été faite. C'est comme les cryptos, comme on disait, c'est une fois que c'est sur les échanges centralisés, tu as une grosse performance qui a été faite. Là où tu vas faire vraiment de l'argent, c'est dans les private equity. C'est dans le private equity quand tu vas rentrer en seed, en série A, série B, etc. Donc c'est plutôt dans le private equity. Si tu vas et du coup pour la partie action, etc. Moi j'ai pas le temps d'aller faire du stock picking, donc je préfère soit des ETF, soit des fonds de fonds qui vont gérer pour moi le risque. Tu vois, tout le monde dans un SP500 à 20% 30% pardon, qui était représenté par les 7 magnifiques. Dans le MSCI World, c'était 20%. On a bien vu comment elles ont pris leur claque ce dernier trimestre. Et donc, tous les influenceurs qui te vendaient le SP500, c'était les mêmes qui te vendaient le crowdfunding il y a 2 ans, comme quoi c'était une anomalie de marché d'avoir 10%, et maintenant ils ont des retards dingues. Et finalement, au lieu d'avoir du 10, tu vas avoir du 5 ou du 6 en rendement net. Et donc, à chaque fois que tu écoutes quelqu'un, il a quelque chose à te vendre. Moi, j'ai quelque chose à te vendre. C'est une stratégie diversifiée. Ça, c'est mon leitmotiv. Tu parlais d'inflation. S'il y a de l'inflation, investir dans l'immobilier à crédit, c'est quelque chose d'intéressant. Les loyers vont augmenter. Ta mensualité va rester la même. Et si tu avais investi, par exemple, dans l'immobilier à crédit, tu as eu tes actions qui ont un peu baissé, mais de l'autre côté, tu as toujours ton immobilier qui te ramène ton revenu, qui n'a pas baissé. Tu as investi dans du private equity, tu as des réévaluations tous les ans, tous les 2-3 ans. Donc ça aussi, ça n'a pas forcément baissé la valeur vénale à l'instant T. Et voilà, c'est ce que je te répondrai. Et toi ? Ouais, voilà, j'allais venir. Et ben, vu que tu me poses la question, moi j'achèterais la forêt. Et la forêt, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu achètes une forêt, tu achètes un biome, un environnement dans lequel tu es sain.
Et dans cet environnement-là, il y a un gros challenger que tout le monde en ce moment massacre, c'est Tesla, et je vais expliquer mon point de vue là-dessus. Qui était sur le côté d'ailleurs, Alors, sans PE. très honnêtement, là, actuellement, je sais pas où ils en sont, je vais être honnête, mais j'ai mes invests qui tournent toujours en automatique sur eux. Mais pour moi, Tesla, il faut le voir comme un Apple bis. Et l'angle, je vais vous le partager, c'est que Tesla, ils ont construit un écosystème. Leur écosystème, c'est quoi? C'est des batteries, c'est SolarCity, c'est la possibilité de stocker de l'électricité, de l'énergie, d'avoir un parcours d'utilisateur incroyable où tu démarres avec une Tesla, où tu démarres avec du Starlink. J'entends Tesla, mais toutes les techs liées à l'environnement de Musk. Et en fait, au fur et à mesure où ça se développe, t'es connecté à un moment à une de ces technologies. Apple, c'est la même chose, sauf qu'ils ont piégé l'environnement pour que tu peux pas rentrer si tu n'as rien fait en interne avec Apple, et tu peux pas en sortir non plus parce qu'une fois que tu es dedans, si moi par exemple, tu vois, j'ai l'Apple Watch, si j'enlève l'Apple Watch, bah, j'ai plus les données santé que j'ai sur le téléphone, etc. Bon, il y en a, on va me dire oui, tu peux les exporter, machin, on s'en fout. Là, l'objectif, c'est juste de dire que Tesla, à long terme, je pense que ça peut être une super puissance, comme on trouve dans les films, qui prend un peu le pouvoir à la manière d'un gros Google ou quelque chose comme ça, qui a une atmosphère où les voitures sont autopilotées par des robots et t'emmènes prendre une fusée qui t'emmène en 30 minutes à l'autre bout de la Terre et t'emmène en moins de 6 mois sur Mars. Et c'est un écosystème comme ça. Et je pense qu'à long terme, Tesla est une thèse d'investissement qui, peu importe vents et marées en ce moment, ou ce qu'on reproche à Elon Musk, tant qu'il ne meurt pas et que c'est pas remis à des actionnaires comme ça a été le cas pour Apple, parce que maintenant ça commence à descendre un peu Apple, ils ont des belles opportunités devant eux. Mais Et tu penses que le marché le price déjà pas dans le prix de l'action? pour moi, je pense qu'il est. Tout le monde dit surperforme. Je pense que si en 2025, si en 2025 aujourd'hui tout le monde dit il est surperformé, peut-être. Mais je pense qu'à long terme, à l'horizon 5 ou 10 ans, si Musk ne meurt pas, on est sur un truc encore plus gros que du Apple. Peut-être. Ça fait sens, Mais ça. pour moi, je le sens parce que là, il a intégré juste les technologies robotiques, etc. Mais je pense qu'après, il y a tout l'amplification liée à la santé sur le truc qui m'anime en ce moment. Et ça, c'est pour la thèse d'investissement purement physique et matériel. Mais la deuxième, plus crypto-monnaie, ce serait les grosses capitalisations style Microsoft, Amazon, qui ont investi dans des crypto-monnaies, on en parlait tout à l'heure, qui seraient intéressantes de suivre. Exemple, Microsoft a investi dans une monnaie, je sais plus laquelle, j'en ai déjà parlé plein de fois. Attends. Ça me met le doute, je sais qu'il y a les deux. Avec celle avec Amazon, je sais que c'est Avax, mais... Ouais, il y a Amazon. Attends, on va y revenir parce que du coup, tu auras l'explication nickel. Ah oui, mon portefeuille, il a bien fondu, ouais. J'avais pas vu. Et drôle de journée pour lui, hein. Il te revoit, son wallet. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Il boit un gros café. C'est beaucoup d'émotions. J'ai retrouvé du coup la monnaie sur le côté plus virtuel. C'est tout ce qui est grosse entreprise, plus institutionnelle, etc. Ou superpuissances qui ont investi dans des cryptos, de potentiellement suivre leur thèse d'investissement. Exemple, Microsoft avec Encore, ou encore Avalanche avec Amazon, et il y en a plein des comme ça. Et tu vois, dans l'investissement un peu plus exotique, il y a Bitcoin, et ensuite moi je suis ces invests où il y a des grosses boîtes qui sont derrière, parce qu'elles ne laisseront pas des boîtes aller au cimetière, parce qu'elles ont trop à perdre à la fois en réputation et à la fois aussi en long terme. Il suffit de voir ce que fait Microsoft quand il y a eu des rachats de studios, puis la fusion sur Xbox, etc. Ils continuent de développer des choses. Alors, certes, le catalogue il a baissé, mais ils ont mis des systèmes d'abonnement. Enfin bref, ils ont continué de creuser et d'explorer tout l'écosystème pour le faire grossir ensemble, et en essayant de se rapprocher d'un Tesla. Mais bon. Ouais. Voilà. Tesla, gros pari, c'est vrai que c'est un très gros groupe qui est en train de se développer comme Apple. Hein. C'est vrai, ça fait sens. J'avais pas du tout pensé. Et pour ça, c'est vrai que maintenant tu le dis, c'est une évidence. Avec tout ce qu'ils proposent, tout l'écosystème, l'expérience utilisateur, ils maîtrisent toute la chaîne de valeur, Starlink, ta voiture électrique. Toutes les usines, les Gigafactory. Ouais. Quand tu vois ce qui se passe en Chine, je sais pas, moi je suis peut-être pas autant optimiste que vous, mais... Ah ouais sur la création des batteries. Marché de mobilité après, batterie, tu regardes aussi un peu sur les voitures électriques, les dernières avec le monopole de BYD en Chine. Exactement, ils sont en train d'arriver en France, leurs voitures elles ont l'air bien plus performantes. Je suis pas un expert dans le sujet. Hein, mais... Après les Chinois, il y a souvent le même triptyque qui se répète, c'est la France,
crée, innove, développe, génère de l'émulsion. L'Amérique arrive, le market, le multiplie et le développe. Et ensuite, la Chine arrive, le copie, le duplique, en fait des petits bébés et le distribue massivement aussi. Ouais. Moi, je regarderais plutôt si justement il n'y a pas des valeurs qui peuvent recopier Tesla en Chine qui sont sous-valorisées. Mais après, Ah oui. Ouais. Bah, pour en parler après, je rebondis sur la partie Tesla. Ça me fait penser, vous avez vu les robots justement qu'ont mis BM à la production de ces usines? Pas du tout. Pas du tout. Et en gros, vous avez des robots, des robots humanoïdes ouais. qui maintenant en fait remplacent un humain avec 2 IA. Il y a une IA justement qui lui dit il faut faire comme ça, et la seconde IA qui dit si ça ne se passe pas comme prévu, demande-lui, elle te répond. Et ils ont fait des tests en fait, et vous avez une table comme ici, une IA qui range les courses avec par exemple de l'œuf, des sauces, etc. à ranger dans le frigo, et normalement elle s'occupait que du sec. Donc elle a rangé le sec avec le placard à sa droite. Et le deuxième robot qui était à sa gauche, lui s'occupait de ranger des courses aussi, qui était 100% de frigo. Vu qu'elle avait du froid, elle l'a pris. Tu vois qu'il y a eu un petit temps de latence, genre hop, elle lui a donné, et le robot à côté a compris, parce qu'il a compris aussi que ok, il fallait le ranger dans le froid. Ça paraît tout con dit comme ça de l'extérieur. Par contre, là tu prends une grande claque dans la tête en termes d'évolution. T'as les glandes émoustillées un peu. C'est ça. Et tu t'aperçois, regarde, je vais vous le retrouver. Et c'est vrai que ça fait sens aussi. Vous l'aurez pendant le podcast en affichage, incrustation. Ouais, je vais te le montrer. Humanoïde. C'est pour donner du taf au monteur. Et puis surtout, ça revient un peu à ce qu'on disait aussi la dernière fois. Ouais. C'est que tous les salariés. Tiens, je vais te le montrer. Tous les salariés, ils ont ah, c'est ça, oui. Alors j'ai vu la vidéo, mais je savais pas exactement ce qu'il avait fait. Ouais. Tiens. C'est ça. Ok. Incroyable, hein. Ouais, incroyable. Dans le même acabit, tu as les nouveaux véhicules robotiques de Kawasaki. Ah, j'ai pas suivi. Pour la guerre. Simplement, tu t'assois dessus et tu as des films un peu science-fiction où tu as des chiens robots où les mecs ils sont assis dessus et ça trace à pleine balle. Bah là, c'est la même chose, sauf que c'est fait pour te tuer. Okay. Et du coup, ça peut. Bon. Donc c'est autonome, ça peut te suivre, ça peut te détecter avec du lidar, ça fonctionne avec un opérateur dessus, mais derrière, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Alors en ce moment, en Ukraine, ils parlent énormément des drones parce que ça peut te tuer sans forcément tuer un soldat à la place. Mais des machines comme ça qui naviguent sur un terrain de guerre et qui te courent au cul, t'as zéro chance de t'en sortir. Non. Et ils en ont sorti 3-4. Il y a Kawasaki qui a sorti ça. Il y a une autre entreprise qui a sorti une sorte d'animatronique hyper sophistiquée qui s'adapte à tous les terrains, du sol en sable, à l'eau, peu importe. Ils te retrouvent. Et hormis la batterie qui pour l'instant est un problème, et c'est pour ça que la Chine travaille sur des batteries nucléaires, c'est une histoire de 3 à 5 ans, parce que quand tu as des guerres, si un jour il venait en avoir une, l'évolution fait que l'espèce humaine gagne des années d'expérience et de technologie quand il y a des guerres. Donc si demain il venait avoir une guerre, ça serait très mauvais. Tout ce qu'on connaît, nucléaire, etc. Ouais. Mais de l'autre, on gagnerait énormément en nouvelles technologies, en vitesse de création de plein de choses qu'on n'a jamais vues ou qui sont simplement dans notre tête pour de la science-fiction. Et je sais plus pourquoi j'allais là-dessus, mais en tout cas, voilà. Ouais. Et c'est fou, hein, par contre, les innovations qu'il y a. Là, c'est incroyable. Après, pour la guerre, justement, je rebondis aussi sur ce que tu disais juste avant, du fait que ça innove en ce sens-là. Est-ce que tu penses qu'investir dans l'armement par les temps qui courent, c'est une bonne chose? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Armement, Dassault Systèmes. Tu le valides, ouais. J'ai juste plus les noms dans lesquels j'ai mis des billets. Parce que ça a commencé à remonter, c'était il y a 2 ans, et c'est pas des trucs qui sortent. Mais je crois qu'il y a Dassault. Il y a Nexter, mais c'est avec une des branches ou un des groupes qui s'occupe de ça. Et les moteurs aussi qui sont fournis par une entreprise. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais il y en avait une dizaine. Franchement, il y en avait une dizaine. Plus, ça sert à rien. Mais j'ai déjà pris des perfs là-dessus. Ouais. Donc je suis déjà à quelques pourcents supplémentaires. Mais, voilà. Et puis ça va être la nouvelle excuse pour imprimer du cash, pour imprimer la planche à billets. Venons-en. L'Europe, ça va être justement, il faut se réindustrialiser, il faut surtout se rééquiper en armement. Avec les tarifs douaniers, ça va être pour les États-Unis, l'excuse pour imprimer du cash, ça va être qu'il faut réindustrialiser le pays, comme il y a des tarifs douaniers en Chine. La Chine, c'est il va falloir commencer à créer notre petit écosystème entre l'Inde, la Russie, la Chine. Donc on va pouvoir imprimer des billets. Et surtout, à mon avis, Trump aussi, c'est très bien ce qu'il fait. Aujourd'hui, on sait que le Japon, c'est environ
1000 milliards de dollars qu'ils ont en dépôt. La Chine, c'est 750 milliards. Là, il y a certaines consignes qui ont été passées comme quoi ils doivent commencer à balarguer un peu leur dollar. Donc potentiellement, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui commencent à pouvoir acheter ces dollars. Et donc je pense qu'il a très bien compris et il sait très bien ce qu'il fait avec par exemple les stablecoins. Puisque là, on voit qu'il y a une augmentation qui est massive des stablecoins sur le marché où aujourd'hui on a plus de 250 milliards. Et les Ethers aussi. Les Ethereum qu'ils ont vendus sur le portefeuille de la Maison Blanche aussi. Ouais, ça c'est pas... Comme c'était pas un multisig, mais c'était un IOA. On va pas rentrer dans des termes trop techniques. On n'est pas sûr à 100%. Mais par contre, là-dessus, si tu parles des Ethers, etc., WLF, donc le projet de la proche de Trump, ils avaient acheté des Ethers à un prix de revient de 3500 $ environ. Et on a eu une grande entrée des ETF, si vous regardez bien, mi-février. Et c'est le jour où WLF a migré tous ses ETH sur Coinbase Prime, qui est le custodian pour les ETF. Moi, j'ai acheté des actions Coinbase il y a déjà 4 ans. Ouais. J'en ai acheté juillet 2022, aussi quand ça en plein beer. Et j'ai tout revendu après pour la partie crypto. J'avais pris mes profits à ce moment-là, je crois. J'ai pris mes profits début 2024 sur la partie Coinbase. Et c'est vendeur de pelle, tu vois. Ouais, exactement. Vendeur de pelle, ouais, c'est une bonne solution. Puis Coinbase, j'y crois perso. Moi, je reste sur ma forêt. Ouais. Et puis en plus, Coinbase deal avec Circle qui va devenir un peu aussi un des stablecoins avec l'USDC majeur de la DeFi. Et tu vois, à mon avis, ils vont fourguer toute la dette américaine. Moi, aujourd'hui, s'il n'y avait pas les cryptos, j'aurais quasiment 100% de mon patrimoine qui serait en Europe. Donc, je serais encore assujetti un peu exposé à l'euro. Aujourd'hui, grâce à la crypto, les stablecoins, j'ai au moins 50% de mon patrimoine qui est exposé au dollar. Oh, tu serais venu voir ton copain suisse quand même. J'aurais pris un peu de francs suisses. Ah, voilà. Mais, et du coup, tu vois, tu as même aussi tous les Argentins qui sont avec des grosses inflations, etc. Aujourd'hui, le gouvernement argentin, ils sont même pas dans le top 20, je crois, des pays qui détiennent du dollar. Mais par contre, via leur population, qui commence à détenir énormément d'USDT, USDC, je suis persuadé que maintenant, Trump, comme les pays ne veulent plus de sa dette, il va la refiler aux particuliers. On est obligé d'en faire des caisses en espérant que le monde ensuite derrière nous remarque, nous voit comme quelqu'un d'incroyable. Ego, argent, visibilité, et vous avez la masterclass entrepreneuriale française. Et le problème, c'est que les gens pensent par un biais de confiance que au plus ils voient une personne, au plus il est fiable sur ce qu'il fait, alors qu'il n'y a strictement aucune corrélation entre son expertise, ce qu'il délivre, et le fait que tu le vois tous les jours avec ton biais de confiance. Tu discutes avec elle, tu as l'impression que tu as une conversation normale avec quelqu'un. Et c'est bluffant. Je vois que Binance a été démantelé en 2 ans pour pouvoir récupérer toute la data de Binance qui a été repliée. Ils vont avoir une porte d'entrée, ils vont connaître toutes les adresses de tout le monde. Les États-Unis recontrôleront le système parce qu'ils ont le point d'entrée et le point de sortie de quasiment 95% des gens. Dans quel intérêt, tu vois, ils ont à faire ça, de tout le temps en savoir un peu plus sur toi ou sur ce que tu fais, même à l'étranger finalement?